Le 6e cours concernant l'étude de l'appareil urogénital. Petit 1, on va commencer avec la superclasse des poissons. Chez la superclasse des poissons, l'appareil génital, comme chez la plupart des poissons, les sexes sont séparés, mais il est difficile de distinguer extérieurement le mâle de la femelle. Testicules et ovaires sont des glandes allongées situées dorsalement par rapport à l'appareil digestif. De chaque testicule part un canal impair qui aboutit à l'orifice génital situé entre l'anus et l'orifice urinaire, d'où le nom de papilles ano-génito-urinaires que l'on donne parfois à la papille anale. Les ovaires ont un aspect granuleux, de chacun d'eux par un oviducte. Ces deux oviductes se réunissent en un canal impair qui aboutit entre l'anus et l'orifice urinaire. L'appareil excréteur, on observe les reins. Ce sont deux organes coalescents, aplatis, de couleur rougeâtre. Il en part deux cours urtères qui se réunissent en un seul canal impair, un canal impair, aboutissant à la papille anale en arrière de l'orifice génital. Donc on voit très bien l'orifice urinaire en arrière de l'orifice génital. Après, on va passer, petit 2, la classe des amphibiens. L'appareil urogénital femelle, les ovaires sont surmontés d'organes jaunes découpés. C'est le corps adipeux qui joue un rôle de réserve à la hauteur du cœur, sous la ceinture scapulaire, se trouvent deux petits pavillons. Ce sont des pavillons ou trompes, appelés également trompes, prolongés par deux oviductes. On a les oviductes ici, là, deux oviductes sinueux qui se renflent à leur partie inférieure pour donner deux utérus s'ouvrant dans le cloaque. Lorsque les ovules sont mûrs, ils tombent dans la cavité générale et sont conduits jusqu'aux trompes par les mouvements de cils vibratiles. Chez la femelle, il n'existe aucune communication entre l'appareil génital et l'appareil urinaire. Les reins sont deux organes symétriques allongés de couleur brunâtre. Sur chacun d'eux, on peut observer une bande jaune claire, c'est la capsule surrénale. De chaque rein part un urtère
de chaque rein part un uretère qui aboutit dans le cloaque. Entre les deux reins, l'aorte et la veine, c'est la veine cave, sont en rapport avec ces organes par des artères rénales afférentes et par des veines rénales efférentes. La vessie non fonctionnelle communique uniquement avec le cloaque. L'appareil urogénital mâle chez le mâle, la disposition des reins est la même que chez la femelle. À côté de chaque rein et du côté externe se trouve un testicule ovale blanchâtre surmonté d'un corps adipeux volumineux. Il en part de petits canaux entre le testicule et le rein. On a de petits canaux très fins. Ce sont les canalicules spermatiques ou canaux spermatiques qui pénètrent dans chaque rein pour aller s'ouvrir dans les uretères. Il y a donc des rapports étroits entre l'appareil génital et l'appareil urinaire. Ici, les uretères sont appelés, normalement, sont des urospermiductes. Ici, le canal de Wolff, c'est un urospermiducte. Pourquoi urospermiducte? Car il fait véhiculer à la fois l'urine et le sperme. Ce canal de Wolff, urospermiducte, sert au transport de l'urine et des spermatozoïdes jusqu'au cloaque. Après, on va passer chez la classe des reptiles. Petit 3, classe des reptiles. L'appareil urogénital chez les reptiles. Ici, à gauche, c'est un mâle et à droite, c'est une femelle. Donc, l'appareil excréteur ou appareil urinaire, constitué par deux reins qui sont allongés, très allongés, légèrement décalés dans le sens de la longueur. Au-dessus de chacun d'eux se trouve une capsule allongée, c'est la capsule surrénale. Les deux uretères qui partent des reins se jettent dans le cloaque par deux orifices urinaires. Nous avons ici les orifices urinaires au niveau du cloaque. L'appareil génital n'a aucune communication avec l'appareil urinaire. Les sexes sont séparés. L'appareil génital mâle comprend deux testicules blanchâtres situés au-dessus de chaque rein. Il en part deux spermiductes sinueux qui vont se jeter dans le cloaque par deux orifices génitaux mâles. Les orifices génitaux mâles. Au niveau du cloaque, on peut voir un pénis qui est bifide. Les organes de cet appareil sont enveloppés par des lobes de tissu adipeux. L'appareil génital femelle est formé par deux ovaires volumineux qui, à l'époque de la reproduction, contiennent des œufs en formation. À maturité, ces œufs se détachent et sont recueillis par deux pavillons
Là, nous avons les pavillons. Là, c'est le pavillon volumineux se poursuivant par deux oviductes. Ces derniers débouchent dans le cloaque par deux orifices génitaux femelles. Comme chez le mâle, cet appareil est entouré d'un abondant tissu adipeux. Après, on va passer à petit 4, la classe des oiseaux. Chez les oiseaux, nous avons ici, c'est un mâle, et là, c'est l'appareil urogénital femelle chez l'oiseau. L'appareil urinaire ou appareil excréteur est constitué par deux reins allongés et lobés de couleur rougeâtre, surmontés chacun par une capsule surrénale. L'urine de consistance semi-solide est déversée dans le cloaque par les uretères. Nous avons ici les uretères qui ramènent l'urine vers le cloaque. Il n'existe pas de vessie. Il n'y a pas de vessie. L'appareil génital mâle comprend deux testicules blanchâtres ovoïdes situés à proximité des reins, de chacun d'eux par un canal déférent sinueux. Ce canal déférent, c'est le spermiducte, qui se renfle en une vésicule séminale. Ici, nous avons deux vésicules séminales, une de chaque côté, avant de déboucher dans le cloaque par les deux orifices génitaux mâles. L'appareil génital femelle comprend seulement un ovaire, l'ovaire gauche. Il n'y a pas d'ovaire droit, seulement un ovaire gauche, le droit restant atrophié. Cet ovaire d'aspect granuleux contient de nombreux œufs. Les jaunes seulement, les jaunes d'œufs seulement. À des stades de développement différents, ces œufs sont conduits dans l'oviducte gauche par un large pavillon. Là, c'est le pavillon et là, c'est l'oviducte. C'est dans l'oviducte que les œufs s'enveloppent d'albumine ou blanc d'œuf, sécrétés par les parois de l'oviducte. Ce dernier s'ouvre finalement dans le cloaque par l'orifice génital femelle. Le côté droit du cloaque présente souvent un oviducte atrophié. Après, on va passer à petit 5, la classe des mammifères. L'appareil urogénital mâle et l'appareil urogénital femelle. Pardon, femelle et mâle. Donc, l'appareil urogénital mâle. Les deux reins sont logés dans la cavité abdominale de part et d'autre de l'axe vertébral et sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Ils sont surmontés chacun par une capsule surrénale. Chaque rein reçoit au niveau du hile, ici ça s'appelle le hile, au niveau du hile, le rein reçoit une artère rénale qui se détache de l'aorte. Le sang ressort du rein par une veine rénale
qui va se jeter dans la veine cave inférieure. D'huile sort également le conduit urinaire ou urtère. Les deux urtères se jettent dans la vessie où l'urine s'accumule. De la vessie par l'urètre qui s'ouvre à l'extérieur par l'orifice urinaire au niveau du pénis. Les deux testicules, ici les deux testicules ovales et blanchâtres sont logés en dehors de la période de reproduction dans la cavité abdominale. Au contraire, pendant la période des accouplements, ils sont placés dans des expansions extérieures appelées bourses. Chaque testicule est suspendu à la région dorsale abdominale par un ligament suspenseur. Un ligament suspenseur, et se trouve englobé de tissus adipeux. Au départ du testicule, le canal déférent ou spermiducte s'enroule pour former l'épididyme. Le départ, ça s'appelle l'épididyme et tout le reste, c'est le spermiducte. À l'autre extrémité, il débouche dans l'urètre relié également à deux vésicules séminales, boursouflées et arquées. Au-dessous de la vessie, l'urètre traverse une glande bilobée, la prostate. Là, de part et d'autre du pénis, nous avons la présence de la prostate et communique avec une paire de glandes, les glandes de Tyson. En noir, ici, ce sont les glandes de Tyson. Dans sa partie terminale, l'urètre chemine à l'intérieur d'un organe d'accouplement, le pénis. L'appareil urogénital femelle, l'appareil urinaire est identique à celui du mâle. L'appareil génital est constitué par deux ovaires, petits granuleux situés vers le bord postérieur et externe des reins. À proximité de chaque ovaire, on reconnaît le pavillon ou trempe de Fallope destinée à recueillir les ovules qui se détachent de l'ovaire. La trempe se poursuit par un court oviducte sinueux qui se renfle pour former l'utérus. Dont les deux cornes se réunissent à leur partie inférieure en un vagin situé sous l'urètre. Le vagin s'ouvre à l'extérieur par la vulve. Chez la femelle, l'appareil génital est donc bien distinct de l'appareil urinaire. La vésicule séminale ici, comme définition,
Vésicules séminales sont des glandes débouchant dans la prostate pour se relier aux canaux déférents qui deviennent comme à ce niveau le canal éjaculateur. Ils produisent un liquide riche en glucides, partie majoritaire du sperme, pour les vésicules séminales. Pour les glandes de Tyson, ici, la définition, sont des glandes sébacées dont la sécrétion facilite le coulissage du prépuce sur le gland. Après, pour la prostate, c'est une large glande de l'appareil génital masculin. Sa fonction principale est de sécréter et de stocker le liquide séminal, l'un des constituants du sperme. Après l'appareil urogénital, on va passer au chapitre 8. Le squelette. Le squelette, anatomiquement, le squelette est constitué de 3 parties. Le squelette céphalique, ou squelette de la tête, ou crâne, lui-même subdivisé en squelette neural ou neurocrâne. Le squelette neural ou neurocrâne, c'est celui qui entoure et protège l'encéphale et les organes sensoriels pairs, c'est-à-dire olfactif, visuel et stato-acoustique. Et l'autre, le squelette viscéral ou splanchno-crâne, qui entoure et soutient les cavités buccales et pharyngiennes. Donc, le squelette neural ou neurocrâne, ou squelette viscéral ou splanchno-crâne, tous les deux constituent le squelette céphalique ou le squelette de la tête. Après, nous avons le squelette axial, ou squelette du tronc, ou squelette de la colonne vertébrale. Après, nous avons le squelette zonal et le squelette des membres, ou squelette appendiculaire. Donc, le squelette des membres est appelé squelette appendiculaire. Le squelette zonal, c'est le squelette des ceintures d'insertion. Après, au cours du développement embryonnaire, le squelette des vertébrés peut passer par 3 états successifs. Petit a, l'état conjonctif, ou muqueux ou mésenchymateux. Petit b, l'état cartilagineux. Petit c, l'état osseux. Le tissu osseux, pour avoir le tissu osseux, il provient toujours de la transformation du tissu conjonctif, mais l'ossification peut se faire de 2 façons différentes. La première, c'est l'ossification encondrale. Dans la pièce osseuse, elle est précédée par un modèle cartilagineux. C'est-à-dire que pour avoir l'os, ce tissu conjonctif va passer par l'état cartilagineux et après, il va donner l'état osseux. Ça s'appelle l'ossification encondrale. C'est cette ossification qui donne naissance à des os profonds dont l'ensemble constitue l'endosquelette. La deuxième, c'est l'ossification dermique ou fibreuse ou de membrane qui donne naissance à des os plats superficiels constituant l'exosquelette. Dans ce cas d'ossification, la pièce osseuse, elle n'est pas précédée par un modèle cartilagineux. Donc, il y aura passage directement de l'état conjonctif à l'état osseux, sans passer par l'état cartilagineux. L'ossification se fait directement à partir d'un tissu conjonctif local, sans passer par l'état cartilagineux. C'est ça la différence entre l'ossification encondrale et l'ossification dermique. Après, on va voir le squelette céphalique. Pour le squelette céphalique,
On va voir chez différentes classes. On va commencer par la classe des cyclostomes. Vous vous rappelez, la classe des cyclostomes fait partie des agnates. Agnate, ça veut dire qu'ils ne possèdent pas une vraie bouche. Donc, chez les cyclostomes, nous n'avons pas une vraie bouche et nous avons des arcs viscéraux. Le premier, ça s'appelle l'arc prémandibulaire. Le second, c'est l'arc mandibulaire. L'arc hyoïdien, il y a 5 arcs bronchiaux. Donc, les 7 arcs viscéraux sont tous semblables. L'arc mandibulaire, ne soutient pas la bouche, il est soutenu par l'arc prémandibulaire. Donc, c'est l'arc prémandibulaire qui soutient la bouche. Donc, ce sont des agnates, ils n'ont pas une vraie bouche. Après, on va passer chez la classe, chez la superclasse des poissons, avec la classe des chondrichtiens et la classe des ostéichtiens. Chez la classe des chondrichtiens, ici, nous avons une vraie bouche puisque ce sont des gnatostomes. Gnatostomes qui possèdent 2 mâchoires, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc ici, cet arc mandibulaire qui est en rouge, c'est lui qui va permettre la formation de la mâchoire primaire mobile, avec la mâchoire supérieure constituée d'un palato carré, c'est un tissu, c'est un ptérygocarré, c'est un cartilage ptérygocarré, alors que la mâchoire inférieure, elle est constituée d'un cartilage de Meckel. Donc la mâchoire primaire mobile, elle est liée au neurocrâne par des ligaments, et elle est liée à l'arc hyoïdien, ici l'arc hyoïdien, toujours en noir, celui-là, qui permet la suspension de la mâchoire au neurocrâne. Donc, ce sont des gnatostomes, présence de mâchoire à partir d'un tissu cartilagineux. Après, chez la classe des ostéichtiens, la bouche est formée de 2 mâchoires. La mâchoire supérieure, ici, nouvelle mâchoire supérieure secondaire, puisque celle-là, elle est primaire, celle-là, elle est secondaire, constituée de 2 os, c'est le prémaxillaire et le maxillaire. Alors que la mâchoire inférieure, la nouvelle mâchoire inférieure secondaire, elle est constituée de plusieurs os, dont le principal, c'est le dentaire. La mâchoire supérieure est liée au neurocrâne et après au toit dermique qui est formé d'un ensemble d'os, alors que la mâchoire inférieure, liée ici, nous avons au niveau de la mâchoire inférieure un os appelé articulaire. Donc l'articulaire provient de l'ossification encondrale du cartilage de Meckel, alors que le carré provient de l'ossification encondrale du palato carré. Et l'arc hyoïdien qui vient par la suite à côté du carré. C'est ce qui est écrit ici. La mâchoire supérieure est formée par un repli de toit dermique, prémaxillaire et maxillaire. Le carré résulte de l'ossification encondrale du cartilage ptérygocarré et la mâchoire inférieure qui est constituée de plusieurs os dermiques, le plus important est le dentaire, et l'articulaire provient de l'ossification encondrale du cartilage de Meckel. Chez les ostéichtiens, l'articulation, donc ici on voit que l'articulation, elle se fait entre le carré et l'articulaire. Entre le carré et l'articulaire. Et cette articulation est appelée articulation reptilienne ou thérapside. Parce que l'articulation entre les 2 mâchoires se fait au niveau de l'articulaire et le carré. Donc c'est une articulation reptilienne. Après les ostéichtiens, on va passer à la classe des mammifères, dont la bouche est constituée de 2 mâchoires. La mâchoire supérieure secondaire constituée du
du prémaxillaire et maxillaire. La mâchoire inférieure constituée d'un principal os, c'est le dentaire. Ici, au niveau de la tête, il y a plusieurs os. Il y a le jugal, il y a le nasal, le frontal, le pariétal et les os enchondraux. Au niveau de l'oreille interne, nous avons les os de tout à l'heure. Donc, on aura ici l'articulaire, par ossification enchondrale, va constituer le marteau. Donc, le marteau provient de l'articulaire. L'arc hyoïdien va donner l'étrier. C'est le plus petit os au niveau de l'oreille interne. Et bien sûr, le carré va donner l'enclume. Enclume provient du carré. Et en plus, il y a un autre os appelé, qui est noir, qui est appelé le squamosal. C'est un os dermique. Donc, l'articulation ici, chez les mammifères, se fait entre le dentaire et le squamosal. Squamosal et le dentaire. On va parler d'articulation mammalienne. C'est pas comme tout à l'heure, articulation reptilienne ou thérapside. Ici, c'est une articulation mammalienne. Ici, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'arc hyoïdien dans l'étrier, l'articulaire forme un osselet appelé marteau et le carré va donner l'enclume. Donc, ceci concernant le squelette céphalique. Après, on va passer au squelette axial. Le squelette axial, ça veut dire le squelette de la colonne vertébrale. Pour le squelette axial, premièrement, on va commencer chez les poissons, tels que la perche. La colonne vertébrale est constituée de deux principales régions, la région thoracique et la région caudale. Au niveau de la région thoracique, il y a présence des côtes. Les côtes sont présentes seulement au niveau de la région thoracique. Chez les amphibiens, tels que la necture, la colonne vertébrale est constituée de trois régions. La région présacrée, où il y a les côtes. La région sacrée, où il y a présence d'une ceinture. Ça s'appelle la ceinture pelvienne, qui permet de soulever le poids du corps. Donc, nous avons les membres postérieurs liés à la ceinture pelvienne. Cette ceinture pelvienne est liée à la région sacrée de la colonne vertébrale. Et après, c'est la région caudale. La dernière, c'est la région caudale. Chez les reptiles, tels que le lézard, la colonne vertébrale est constituée de plusieurs régions. La région cervicale, puisque les reptiles ont un cou, ils ont besoin de bouger leur tête. Cervicale. La région dorsale, où il y a les côtes avec la région cervicale. La région sacrée, c'est là où il y a soudure avec la ceinture pelvienne. Et la région caudale. À la fin, chez les oiseaux et les mammifères, chez les oiseaux tels que la poule, la colonne vertébrale est constituée de la région cervicale, la région thoracique, où il y a les côtes, la région lombaire, la région sacrée et la région caudale. Ici, la ceinture pelvienne, elle est liée non seulement à la région sacrée, mais aussi à la région lombaire et à la région caudale. Donc, soudure avec la région lombaire, sacrée et caudale. Ça s'appelle un synsacrum, car les oiseaux ont besoin d'atterrir au moment du vol. Donc, ils ont besoin d'une ceinture pelvienne qui est très rigide. C'est pour cela qu'elle est soudée à trois régions, lombaire, sacrée et caudale. Et bien sûr, les côtes ici, chez la poule, ils sont liés également au sternum. Chez les mammifères, il y a les différentes régions de la ceinture ou bien du squelette axial, de la colonne vertébrale.
la région cervicale, la région thoracique où il y a les côtes, la région lombaire, la région sacrée et la région caudale. La ceinture pelvienne, elle est liée aussi à la région sacrée et à la région caudale. Donc ça, c'est le squelette axial. Ici, avec la planche 8, on a les côtes chez la superclasse des poissons et chez la superclasse des tétrapodes. Donc ici, les côtes, vous les voyez, côte dorsale, côte ventrale, sont liées seulement à la vertèbre qui existe au niveau de la colonne vertébrale. Puisque la vertèbre, elle est constituée d'un arc neural et d'un centre vertébral. Donc les côtes sont liées à la vertèbre. Par contre, chez les tétrapodes, les côtes ici, que ce soit les côtes ventrales, les côtes sternales, sont liées à la fois à la vertèbre au niveau du centre vertébral. Là, nous avons l'arc neural, donc c'est la vertèbre, qui est liée aux côtes. Et les côtes sont liées également au sternum. Donc on voit que les côtes sont liées à la fois à la vertèbre, à la colonne vertébrale et au sternum. C'est ça la différence entre les poissons et les tétrapodes.